Bonsoir, professeur. Je vais seulement choisir de citer une de vos casquettes. Merci d'être là. Merci moi, Aram. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je pense qu'après votre distinction par l'Académie française de pharmacie, c'est la première fois que vous revenez sur le plateau de Soir d'Info. On n'a pas eu l'occasion de vous féliciter. Lauréat du prix la pharmacie francophone, c'est bien ça, en 2020. C'est ça. Félicitations et dites-nous qu'est-ce qui vous a valu ce prix. Merci beaucoup Aram, merci beaucoup et encore une fois, merci en tout cas au patron de la maison, M. Sundo, et dire que c'était un honneur de recevoir ce prix cette année en 2020. Mais pour moi c'est un prix sénégalais, c'est un prix africain. C'est un prix décerné après 20 ans à un Sénégalais. Et il faut dire également que ce prix, le professeur Mboup l'avait eu en 2000. C'était la première fois que ce prix avait été lancé au plan international pour tous les pays francophones également qui étaient également engagés dans la francophonie. Donc c'est un prix qui, en tout cas, qui récompense tous les travaux scientifiques menés depuis plusieurs années au niveau national comme international, mais également dans le domaine de l'enseignement. Donc tout scientifique, tout spécialiste de la médecine, tout chercheur, tout enseignant qui globalement a eu à faire un travail, en tout cas des travaux extrêmement importants pour la communauté mondiale, internationale, impactant la vie des personnes sur le plan positif, en tout cas reçoit ce prix. Donc c'est une compétition mondiale qui a été menée et c'est l'occasion également de remercier les Africains qui ont également défendu ma candidature à travers l'Académie sénégalaise mais également les académies africaines. Donc c'est un honneur, c'est un plaisir, mais c'est juste un prix sénégalais et africain. Un titre avec une enveloppe ou... Oui, j'en saurai quelque chose probablement en 2021, parce que la cérémonie devait avoir lieu de récompense cette année, au mois de décembre, le 19 décembre à Paris, par l'Académie française. Mais avec la situation de la Covid, la cérémonie est reportée en 2021. On ne sait pas quand, tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Peut-être au mois de janvier, peut-être au mois de février. On souhaite que quand même que ça se passe rapidement. Et parce que quand je dis rapidement, ça veut dire que la pandémie aura été maîtrisée. On fait face, le Sénégal, à une seconde vague du Covid-19. On a vu également qu'il y a une augmentation des cas communautaires au jour le jour par rapport au point qui est fait par le ministère de la Santé. Comment faut-il aujourd'hui amorcer cette deuxième vague? Je pense que beaucoup de spécialistes l'ont déjà dit. Nous ne faisons que répéter ce que nous avons dit depuis et que nous continuons de dire. C'est l'occasion de vous féliciter, vous la presse, à travers la TFM, le groupe Fruit Média, toute la presse sénégalaise, pour l'excellent travail que vous avez mené pour ce qu'on appelle la première vague, mais également le travail que vous êtes en train de mener pour cette pandémie depuis le départ. Moi, je pense que d'abord, c'est la communication. C'est le changement de comportement, parce qu'il faut le dire. La Covid a un peu bouleversé notre manière de vivre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissions pas, que nous ne vivons pas. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre dans ces conditions et de l'accepter en réalité, et qui impacte notre économie, qui impacte notre vie quotidienne. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que pour le moment, la meilleure alternative stratégique reste les mesures barrières. Le port systématique de masques, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique, et tout faire pour que lorsqu'on a des symptômes, la fièvre par exemple, ou n'importe quel symptôme qui pourrait faire penser à la Covid-19, d'aller rapidement au niveau des structures de santé vers un recours de soins rapides. Je pense que c'est extrêmement important à ce niveau qu'on comprenne que la rapidité de la recherche de soins jouera effectivement et de façon très claire sur la survie des personnes, surtout les personnes qui sont à risque, qui sont les personnes âgées, mais également les personnes qui ont des comorbidités. Et on le sait, je ne dirais pas que l'Afrique, mais le monde vit une comorbidité à travers les maladies métaboliques, etc. Mais la particularité de l'Afrique, malheureusement, en Afrique, nous avons en dehors des maladies communes, en tout cas partagées par le monde, ce sont des maladies cosmopolites. Nous avons des maladies qui ont pour nom très souvent paludisme, qui ont pour nom bilharziose, qui ont pour nom sida, tuberculose. Et ce sont des maladies également qui créent des conditions un peu difficiles à l'individu et qui détériorent un peu le système de santé individuel. Ce qui fait que aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que ça, la recherche de soins rapides, mais également le respect des mesures barrières, constituent les meilleures stratégies de lutte en matière de la maîtrise de la pandémie. Et encore une fois, la communication au niveau communautaire et par les leaders communautaires
mais également le changement de comportement. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas un changement de comportement en réalité. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, au même moment, donc, il y a une criée de l'industrie pharmaceutique vers la découverte, disons, des vaccins. Et depuis quelque temps, quand même, on a commencé un tout petit peu à vacciner les gens, notamment aux États-Unis. Il y a une certaine concurrence, en tout cas, entre les différentes unités pharmaceutiques. Mais il y a aussi un débat sur, disons, la qualité ou même les risques qu'il y a à prendre, disons, les vaccins qui ont été découverts. À votre avis, y a-t-il une certaine crédibilité par rapport à ces vaccins qu'on est en train, en tout cas, de développer? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est un petit peu divisé. Il y a ceux qui sont pour le vaccin, bon, une autre partie qui pense que le vaccin peut poser des problèmes. Bon, pour certains en matière, en tout cas, ce que j'ai compris pour la plupart, c'est d'abord la rapidité avec laquelle, en tout cas, le vaccin a été préparé. Ça se comprend, parce que d'abord, moi, je pense qu'un vaccin est important. Ça, quand même, on ne peut pas être de la santé et penser que ce vaccin... Nous avons été aidés par les vaccins. Le système de santé est aidé par les vaccins en matière de maîtrise de pandémie. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit le sida, la tuberculose ou le palu, l'objectif c'est d'aller vers un vaccin pour permettre d'éradiquer ces maladies-là. Maintenant, il faut dire, avant de revenir sur le vaccin, que les gens comprennent que le vaccin tout seul ne peut pas régler un problème en matière d'épidémiologie, en matière de santé publique. C'est un ensemble. Le vaccin ne fera qu'accompagner les deux stratégies. Donc, ce qui fait qu'avant même qu'on parle du vaccin, avant même qu'on se lance dans ça, il faudrait qu'on respecte les mesures édictées qui sont les mesures barrières. Maintenant, effectivement, nous sommes à l'aise pour parler de ce vaccin parce que nous travaillons beaucoup sur les essais cliniques en matière de médicaments. Parce que les étapes de l'essai clinique, que ce soit la préparation du vaccin, que ce soit la préparation du médicament, pour lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, au moins une vingtaine d'années. Et je pense que les travaux que nous avons eu à réaliser au niveau de ce pays font partie des raisons pour lesquelles, effectivement, nous avons eu ce prix européen de la francophonie. Donc, il y a différentes étapes. La phase 1-2, qui est en réalité la première étape, qui concerne la recherche par rapport à l'antigène. Parce qu'il faudra, pour le cas du vaccin, il faudra cibler l'antigène qui permettrait en tout cas de stimuler l'immunité pour déclencher la réponse immunitaire en termes d'anticorps, etc. Pour un peu après pouvoir tuer le virus quand il arrive. Maintenant, ça demande une étape au niveau du laboratoire. D'abord in vitro, mettre l'antigène et potentiellement le candidat vaccin. Et après, par rapport au in vitro, avant de passer à l'animal. Donc la phase 1 et 2. Pour voir est-ce que non seulement le vaccin est efficace, et serait efficace, mais également le vaccin ne serait pas toxique, en tout cas, qu'il ne serait pas possible d'endommager un peu le corps, en tout cas, de l'animal. Et à partir de cela également, aller vers la phase 3. La phase 3, c'est ce que nous faisons quotidiennement, nous-mêmes au niveau du pays, qui consiste à vérifier l'efficacité et la tolérance du produit. Et donc, effectivement, avant qu'on aille vers la phase 4 de l'homologation, la validation, le contrôle qualité, ça prend du temps d'habitude. Maintenant, moi je dis une chose, c'est difficile de dire que parce que la rapidité, il y a une rapidité que le vaccin ne serait pas bon ou bien il y a des problèmes. C'est vrai que, à mon avis, il faut quand même qu'il y ait un peu plus de prudence à tous les niveaux, hein, que ce soit pour les décideurs, que ce soit pour les populations, parce que je pense que si tout le monde a le même objectif, qui est d'aller vers l'éradication, on doit pouvoir s'organiser pour que l'information distillée soit une information crédible et validée. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, j'ai entendu que les Suisses ont préféré attendre 2 mois avant de se lancer dans le vaccin. Ils veulent voir ce qui se passe. La réaction. La réaction, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de comité d'urgence de recherche sur ça. Donc il faudrait du temps d'observation. Parce que la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur des vaccins ou des médicaments, quand même, ne peuvent pas vous dire, en tout cas nous concernant, que nous avons ces informations concernant la préparation et toutes les étapes, la méthodologie et les éléments concernant le vaccin et les études réelles qui ont été réellement faites au plan mondial. Parce qu'effectivement, il faudrait montrer ça. Maintenant, lorsqu'on aura ces informations-là, on pourrait se prononcer pour dire qu'est-ce qu'il en est. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'un vaccin est toujours important, mais il faut être prudent par rapport... le temps pendant lequel oui, il faut être prudent. On ne sait pas. Je ne peux pas rejeter un produit que je ne connais pas. Si c'est un produit que je connaissais, sur lequel j'ai travaillé, je pourrais vous donner mon avis de façon très claire. Mais y a-t-il un nombre d'années pour pouvoir découvrir un vaccin? Parce que le débat se porte à ce niveau. Parce que les gens ont un petit peu fustigé la rapidité avec laquelle ce vaccin a été confectionné. Et maintenant, c'est... Et d'autres voilà. qui sont de mauvaises langues, voilà. On pense même qu'on chercherait à décimer la population africaine. Bon, d'abord par rapport au timing, ce que je viens de vous dire, les différentes étapes prennent plusieurs mois. L'histoire, en tout cas, de la vaccination, en tout cas, et des médicaments, en matière d'efficacité de ces cliniques, a prouvé qu'il faudrait au moins 1 an et demi, 2 ans pour avoir les premiers résultats. Mais encore une fois, le monde évolue, la science évolue. Il y a des possibilités. C'est pourquoi, encore une fois, il nous faudra attendre pour voir. Ce qui était possible il y a 20 ans
en termes d'efficacité d'études ne l'est pas aujourd'hui. Il se peut que la science a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle de génomique, ça peut faire avancer les choses rapidement. Maintenant, sur quelle base les scientifiques sont basés pour faire ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un temps par rapport au vaccin, mais on ne sait pas pourquoi il y a eu cette rapidité. C'est possible qu'il y ait une rapidité et que cette rapidité n'exclut en rien l'efficacité d'un vaccin. Maintenant, par rapport à cela, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de vaccins qui font l'objet d'études aujourd'hui à plan mondial. Et il faut reconnaître que voilà, tout le monde s'y est mêlé. Donc c'est normal que certains pensent qu'il y a... Mais moi, comme je l'ai dit, je vais rester un scientifique pur et dur. Je ne m'avancerai sur des choses que lorsque j'aurai des informations certaines et claires. Maintenant, les populations sont libres. Hein. Nous sommes dans un monde où la population a le droit de dire à la population à dire nous, etc., ce que nous voulons, etc. Il faut qu'on soit vigilant. Et c'est pourquoi, pour moi, il est extrêmement important qu'il y ait un excellent travail de communication, d'explication, de façon très claire, même sur des langues locales, de façon très claire sur les étapes et sur les détails, pour que ces populations comprennent, si demain il y a un vaccin, pourquoi elles devront prendre ça. Et maintenant, parce qu'un vaccin... sont les premiers bénéficiaires pour que les gens puissent être... Oui, et puis qu'un vaccin, en ce que je sache, en tout cas par rapport à une prévention, n'est pas obligatoire. Les gens ils vont demander leur consentement, leur assentement lorsqu'il s'agira d'enfants. Il y aura le ministère de la Santé éventuellement avec leur comité qui veillera à ce que ces normes soient respectées, si éventuellement demain il y aura un vaccin. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est qui va bénéficier d'abord des vaccins, si vaccin il y aura demain. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de vaccins sur lesquels les gens parlent. Maintenant, est-ce qu'il y aura assez de... Si encore une fois le vaccin serait efficace, est-ce qu'il y aura assez de quantité? La quantité sera suffisante pour couvrir. Et c'est pourquoi, moi ce que je pense, que ce soit un vaccin ou un médicament, n'importe quelle stratégie pour éradiquer cette maladie, il faut d'abord les personnes les plus vulnérables. Les sujets adultes, les sujets âgés, les sujets à risque, comme les sujets âgés, les sujets avec comorbidité, parce qu'il faudra sauver ces personnes d'abord. Maintenant, après la population, parce qu'il y en a qui naturellement répondront favorablement. Leur corps va répondre par rapport à cela. On le sait. Parce que dans le cadre de la Covid, comme dans le cadre de beaucoup de pandémies, il y a au moins 20%, 80% qui probablement ne développeront pas la maladie. Parce que probablement, il y a une certaine immunité qui est là, qui est relative, on ne sait pas, mais c'est une immunité qui est là. Il y a une partie qui développera la maladie, parce que ce sont des personnes vulnérables, ce sont des sujets à risque, mais d'abord, il faut éventuellement cibler ces personnes. Dans certains pays, je pense que je ne sais pas quel pays, où même les médecins sont prioritaires, oui, parce que ce sont les plus exposés, parce que ce sont eux qui reçoivent, et il y a une forte mortalité liée à ça. Maintenant, donc, l'accès, pour moi, la cible dépendra de la mortalité, mais également du nombre de personnes qui sont à risque pour développer la maladie et à mourir. Est-ce que le Sénégal peut se permettre aujourd'hui d'acquérir ce vaccin, si on sait ce que cela peut coûter à un pays? Est-ce qu'on est dans cette optique-là à pouvoir se l'offrir? Ce que je pense, de par l'histoire et sur lequel nous travaillons, je vous ai dit, nous travaillons sur des médicaments. Et la plupart des médicaments que nous utilisons, la plupart sont subventionnés. Nos États africains n'ont pas les moyens d'acheter ces médicaments et même des vaccins. Très souvent, ce sont des campagnes de gratuité en matière de vaccination des médicaments pour tout ce qui a existé. On ne sait pas ce qui se passera, tout dépendant de l'État du Sénégal, de ses engagements et de sa collaboration avec les partenaires. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, encore une fois, les médicaments qui sont aujourd'hui utilisés pour lutter contre ces grandes pandémies sont des médicaments qui sont mis à la disponibilité de notre pays, des pays africains, par les grands partenaires, les bailleurs de fonds. Je ne vais pas les citer pour ne pas créer une frustration, on oublier, mais très souvent, les États contribuent, mais la partie la plus importante provient à ces partenaires. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec un monde uni, parce que, pourquoi moi je pense que les autres pays n'auront pas le choix. Si jamais, encore une fois, je le dis, un vaccin pour lequel les gens auront un accord, fera jour, on ne pourra pas éradiquer la pandémie si la maladie n'est pas éliminée à tous les niveaux dans tous les pays. Donc si ce n'est pas fait et que certains continents éliminent la maladie, cette maladie va revenir. Donc chacun, en tout cas le monde, a intérêt pour qu'ensemble nous adoptions les mêmes stratégies, ensemble que nous ayons vers les mêmes stratégies performantes, efficaces, pour qu'on parle d'éradication et non pas d'élimination à l'échelle des pays ou à l'échelle du continent. Le ministre de la Santé a parlé de l'intégration ou de la participation, je ne sais pas si le terme est approprié, du Sénégal à l'initiative COVAX. De quoi s'agit-il? Si vous avez des infos concernant cette initiative-là et comment devraient se passer les choses si toutefois il y avait un vaccin
pour tous ces pays membres de cette initiative? Bon, moi, je ne voudrais pas trop m'aventurer parce que ce sont des informations sensibles et je n'ai pas le contenu réellement de ce qui a été dit, ce qui va se dire. Bon, parfois même, il y a quand même en termes d'information, parfois il y a des choses à clarifier. Moi, je pense que ce que je pense, ce que je sais, c'est que d'habitude, le Sénégal, comme les pays africains, sont des pays souverains. Et s'engage que dans des stratégies pour lesquelles l'intérêt public n'est pas menacé, pour lesquelles l'intérêt des populations est garanti, et pour lesquelles la priorité c'est la santé des populations, et pour lesquelles également les bénéfices reviennent au peuple, pour que, aussi bien sur le plan de la santé, mais également sur le plan de l'économie. On voit aujourd'hui ce qui se passe à travers la Covid et quelques incompréhensions, pour qu'ensemble, tout soit mis sur la table, que les gens négocient d'abord par rapport au pays, négocient au nom des populations et voient ce qui intéresse et ce qui est important pour les populations. Ce qui fait que pour moi, quelles que soient les stratégies qui ont été discutées, je pense que j'ose espérer et croire fondamental, et j'y crois, que le Sénégal va négocier pour l'intérêt du peuple sénégalais. Alors, pour la découverte, disons, du vaccin, quelle est l'interprétation que vous faites sur cette concurrence à la limite malsaine qui a été notée dans l'industrie pharmaceutique? Quand on en parle, on passe déjà aux États-Unis, il y a aussi la France et d'autres pays qui ont développé des vaccins, parce que d'ailleurs, on sait qu'il y a une manne financière qui pourrait éventuellement permettre à ceux-là qui découvriront, disons, le vaccin d'engranger beaucoup de sous. Pour vous dire vrai, cette concurrence a toujours existé. Il n'y a rien de nouveau ici. Pour les médicaments, pour les vaccins. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour une fois, rarement qu'on assiste à une maladie pour laquelle tout le monde a besoin de l'outil, du vaccin ou du médicament. Parce que aujourd'hui, c'est comme si la Covid est devenue une maladie démocratique. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, etc. Donc, ce qui fait que forcément, il y a une compétition. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des firmes pharmaceutiques qui sont là pour travailler. Bon, ils vont financer, ils vont dépenser de l'argent. Ils vont travailler pour perdre de l'argent. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Mais sans exclure le fait que la priorité, c'est la santé des personnes. Donc, maintenant, il y a un organisateur, il y a un superviseur qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est de veiller à ce que ces quarantaines de vaccins, on parle parfois de 40, de 30, il y a beaucoup de chiffres qui sont en tout cas véhiculés par-ci et par-là, que ces médicaments, en tout cas ces vaccins qui sont mis sur la liste, soient des vaccins qui répondent aux normes, par rapport aux procédures, par rapport à la méthodologie, et que ces vaccins fassent l'objet de publications de scientifiques de haute facture, prouvés par les grands scientifiques et validés entre guillemets sur le plan ici, à tous les niveaux, et pour que ce vaccin soit homologué. Et partant de cela, effectivement, il y aura une liste. Maintenant, au pays de décider s'il y a un seul vaccin qui est homologué et pour lequel les gens sont d'accord. S'il y a une liste de vaccins homologués, les gens verront les conditions d'acquisition pour quel vaccin choisir en fonction du prix, en fonction de la conservation, en fonction de l'innocuité. Bref, il y aura pas mal de paramètres qui sont pris en compte pour que demain, cette concurrence qui est là, qu'on voit un peu apparaître par rapport à cette Covid, ne puisse pas impacter notre choix ou notre vie par rapport à soit à l'efficacité du vaccin ou de l'innocuité éventuelle d'un vaccin. Alors, y a-t-il une possibilité de voir, par exemple, un pays africain découvrir le vaccin, puisque jusqu'ici, on ne voit que les pays de l'Occident qui en parlent? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Malheureusement, par contre, ce que nous savons, que vous savez que nous savons, c'est qu'en Afrique, les moyens ne suffisent pas. Il n'y a pas de moyens. Certains ont l'habitude de dire que, par exemple, il y a peu de chercheurs africains qui trouvent. Moi, je reste convaincu que ce n'est pas le cas. C'est les moyens que les autres ont, les Africains ne l'ont pas. Et l'argent déployé pour la recherche en Afrique est largement très insuffisant. Ne permet pas de faire. Ce sont des études aujourd'hui qui coûtent des centaines de millions de dollars. Vous ne verrez pas un État africain qui va investir des milliards de dollars pour la recherche de vaccins. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Ce qui fait que demain, je suis persuadé qu'en concernant la matière grise, l'Afrique regorge d'experts. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'Africains qui partent à l'étranger pour appuyer dans les consortiums, en tout cas au niveau international, nous participons dans les institutions de prise de décision. Ce sont les Africains qui siègent de plus ou moins au haut niveau. Je donne l'exemple, aujourd'hui, le directeur général adjoint de l'OMS en matière d'urgence, c'est un Sénégalais, etc. Donc nous sommes dans... Mais le problème aujourd'hui que nous avons, c'est le problème de moyens et d'équipements, de plateaux techniques, tout ce que vous voulez, mais également des infrastructures. Mais si nous avons, les Africains avaient cette possibilité-là, il n'y aurait pas de problème. J'en veux pour preuve aujourd'hui les médicaments traditionnels.
que l'OMS a demandé, en tout cas après que les Africains sont levés pour dire que nous avons nos produits, il faut falloir les tester, les chercher. Donc aujourd'hui, il y a au moins plusieurs pays qui sont en train de tester, de chercher, parce que je fais partie de la commission de l'OMS pour l'Afrique par rapport à ça. Il y a beaucoup qui sont en train de faire d'excellents résultats par rapport à ces produits-là, et on espère que demain, par exemple, que ce soit le médicament ou le vaccin, qu'il y ait la solution ici. Parce qu'encore une fois, rien ne nous dit que même si les vaccins dont on parle aujourd'hui, soit seront efficaces, ou n'auront pas un effet qui va impacter un peu la vie des personnes, et qu'il va falloir reprendre tout. Donc, je pense que maintenant que les moyens ne seront pas là en Afrique, il sera difficile, il faut le dire, que les solutions viennent d'ici, et c'est ce qu'il faudra régler. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux leaders africains, aux dirigeants africains, de revenir et de voir que la recherche doit être financée, doit être appuyée, pour que demain la solution soit prise ici. Pourquoi je le dis? Est-ce que vous pensez que si le vaccin a été fait par des Sénégalais, les gens n'auraient pas de problème? Ils l'ont accepté parce qu'il y a une étape par rapport à l'étude d'un essai clinique. Au-delà de la conception, il faudra impliquer les populations dès le départ. Les populations sont impliquées à tout moment, peuvent revenir sur leur consentement et dire que nous ne sommes plus d'accord. Et du processus de la fabrication du candidat vaccin, de production de candidat, jusqu'à la validation, les populations seraient impliquées. Et là, les populations seraient les premiers demandeurs à accepter le vaccin. C'est pourquoi ils vont aller faire ça. Excusez-moi, madame, parce qu'on peut aller vers d'autres maladies. La Covid est là. On suppose, on souhaite que ça se termine. Mais nous trompons-nous. Parce que les maladies viennent de façon cyclique aujourd'hui, de façon récurrente. Oui. Il faudra qu'on se prépare pour éventuellement demain, pour des pandémies comme la Covid. Les amis de Cheikh Tidiane vont reprendre leurs activités. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par la tutelle. Comment accompagner aujourd'hui le monde du sport dans ce nouvel élan? Oui, ce que je disais tout à l'heure en entame de mon propos, il y a un bouleversement de tout aujourd'hui. Bon, c'est à saluer. Je pense qu'ils ont parlé de 2 janvier, je ne sais pas, au mois de janvier. Le 2 janvier. Oui, mais c'est toujours important. Parce que si ça permet à une discipline de revenir sur en tout cas, et faire fonctionner les choses, c'est tant mieux. Parce qu'au-delà de l'aspect pratique, il y a les personnes qui vivent de ça. Donc maintenant, les mesures barrières resteront les mesures barrières. Les protocoles sanitaires devront être respectés. Et aujourd'hui, je sais qu'avec la Fédération internationale, FIFA, il y a des mesures, les protocoles sont là, qu'il faudra suivre. Comment faire pour que toutes les personnes qui seront en contact ou qui demain feront la maladie soient rapidement prises en charge, soient isolées, que les personnes contacts soient suivies, que ces personnes soient prises en charge rapidement, qu'éventuellement que le respect par rapport aux mesures barrières, aussi bien les pratiquants, aussi bien les officiels, les organisateurs, les dirigeants, même ceux qui sont là et qui font partie du décor, devront suivre spécifiquement les mesures barrières. Et je pense que si on le fait de façon très rigoureuse et que la chose suit son norme, on peut avoir la chance que tout se passe très bien. Et pour que, si le sport montre la voie à suivre, éventuellement demain, je reste persuadé que l'État du Sénégal, le gouvernement... Maintenant, cela dépendra de la spécificité des différentes disciplines. Parce que là, on parle du football déjà, qui est le sport roi, le basket, mais aussi, il y a d'autres disciplines qui... Tout un ensemble. En plus de ça, il y a les compétitions officielles et les compétitions non officielles, les entraînements. C'est-à-dire que ce qui est valable pour l'entraînement, également pour les compétitions. Il faudra tout préparer. Donc, il y aura une logistique. Et faire les tests qui nécessitent beaucoup d'argent. Je l'ai dit. Dans les compétitions officielles... Au nom de la fédération ou au nom... Non, les tests doivent être pris en charge par les clubs, par exemple. Bon, là, par exemple... Sachant maintenant que ces clubs sont... Est-ce que les clubs ont les moyens ou pas? Ces clubs sont perfusés par la fédération. Voilà, le basket l'a déjà dit d'ailleurs avec le président de la fédération de basket qui a dit clairement que la fédération ou alors les clubs n'auront pas les moyens pour faire les tests. Maintenant, ce que je pense, moi... Il doit y avoir un accompagnement certainement. Merci beaucoup. Je pense que le gouvernement du Sénégal, le ministère des Sports fait partie du gouvernement du Sénégal. Parfaitement. Ils vont s'organiser, s'arranger, parce qu'ils n'ont pas le choix pour que le sport soit la porte de sortie ou de rentrée de transmission de ce virus-là. Donc tous auront le choix, auront la responsabilité de faire en sorte que le sport ne soit pas, en tout cas, un vecteur de la transmission de la maladie. Donc, on sait que nos clubs, je ne sais pas grand-chose, n'ont pas tous les moyens. Mais l'État devrait faire en sorte, et les partenaires, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les gens également comprennent que c'est un ensemble. Ceux qui ont les moyens d'aider peuvent aider. Et ensemble, que ce soit l'État ou ceux qui ont les moyens, puissent accompagner aujourd'hui les fédérations et d'autres structures qui ont besoin d'accompagnement pour que demain la Covid ne soit pas
un problème économique et social au niveau de ce pays. Donc pour nous, c'est une décision sage. Maintenant, il faudra tout faire pour qu'il n'y ait pas d'incident, en tout cas sur le plan sanitaire, à l'ouverture de ces compétitions. Et je reste persuadé que les Sénégalais, en tout cas les sportifs, d'une manière générale les Sénégalais, sont très responsables. Merci. Et feront tout pour gérer cette situation-là. Merci beaucoup, professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie, mycologie de la faculté de médecine de l'Université de Dakar. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne. Merci. Et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour un nouveau numéro.